Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux, le débat culture foot. Et si je vous disais que jamais un coach anglais n'avait été champion de Premier League, quelle serait votre réaction ? Eh bien nous aussi, nous sommes sur les fesses. Et ne parlons pas de coach anglais en Ligue des Champions, on risquerait l'incident diplomatique avec les sujets de la reine Elisabeth II, en tout cas certains de ces sujets. En ce qui concerne le débat culture foot du jour, où sont les coachs anglais ? Existe-t-il une culture de techniciens anglais ? Si oui, quelle est-elle ? Mais surtout, pourquoi les grands clubs aujourd'hui, les grands clubs anglais, ne font plus appel aux coachs de leur nationalité ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai à mes côtés Damas. Salut à tous. Johan. Salut à tous. Et Gilles Christ. Salut à toutes et à toutes. Voilà, je remplace Tate pour ça. Non, mais tu n'as pas remplacé Tate. Les auditrices sont nombreuses à nous écouter, donc c'est une marque de respect, tout simplement. Salut les filles. Salut les garçons. Non, concrètement, on va répondre à la question tout de suite. S'il n'y a pas de coach anglais dans les grands clubs anglais, c'est parce que les clubs anglais vont chercher les meilleurs, et les meilleurs, ils sont à l'étranger. Damas. Oui, on va se dire c'est un phénomène qui date depuis un certain moment maintenant, parce que il faut également s'énoncer que la chute des clubs anglais au cours des années 80, ça a également touché pas que le coaching, mais également, on va dire même tout l'aspect managérial et infrastructure côté anglais. Et les joueurs. Et les joueurs également. Leur culture, qu'ils ont souvent mis en avant, le fighting spirit, tous ces aspects qui leur ont permis de gagner, ont malheureusement trouvé, on va dire, la fin de leur essor, parce que également les autres nations également se sont placées là-dessus et elles ont apporté un point technique que les Anglais n'ont pas développé. Donc, lorsqu'est arrivé le début du règne Premier League, c'est rapidement aperçu que c'était plus possible. Et les grands propriétaires ont pris justement ce virage-là, de pouvoir s'adapter justement à un autre niveau pour proposer un autre spectacle côté anglais, parce qu'il y a aussi un aspect social, également avec les bagarres des supporters, toutes ces choses-là qu'il faut mentionner. Mais en tout cas, les coachs anglais n'ont plus répondu présent par rapport à l'aspect technique, donc on est parti ailleurs. Après, c'est dû aussi, c'est positif le fait qu'il y ait cette ouverture d'esprit là en Angleterre, c'est positif, mais malheureusement ça leur a desservi du point de vue footballistique. Bien sûr. Non seulement les coachs anglais, prenons par exemple les premiers joueurs étrangers qui arrivent en Première Ligue. Faut voir comment ils sont accueillis. Je peux parler par exemple de Jürgen Klinsmann quand il arrive à Tottenham. C'est un truc, c'est extraordinaire. Les gens sont émerveillés. T'as David Ginola, t'as Eric Cantona. Vraiment, il y a vraiment Dennis Bergkamp, ouais, voilà. Des top joueurs qui arrivent en Première Ligue. Il y a ce côté-là, il y a ce côté-là, le côté vraiment ouverture à l'étranger que les Anglais adorent. Et ça, malheureusement, en termes de coach, malheureusement, on tombe dans ce piège-là qui fait que, bien sûr, ça change le football d'Angleterre, mais malheureusement, il n'y a plus de place pour les coachs anglais aussi à ce niveau-là. Exact. Voilà. Et voilà, par rapport à ça aussi, donc c'est vrai que la Damas est revenu donc dans les années 80. C'est vrai que le tournant donc du Heysel, les incidents qu'il y a eu avec Liverpool face à la Juve, qui a fait 5 ans quand même de suspension en coup d'ordre. Donc c'est-à-dire qu'en fait que les Anglais ont complètement disparu de la carte. De la carte, ouais. Donc à cette époque-là, et donc ce fait de disparaître et d'être dans l'entre-soi a montré une certaine, on va dire, régression en termes de progression, donc c'est une décadence. Voilà, décadence. C'est une décadence. Et à une époque où de nouvelles méthodes arrivent. Les Milanais, Sacchi, Capello se mettent sont dans la place. Et les Français aussi qui arrivent et qui passent devant, donc les Anglais, les clubs anglais. Et après, donc au niveau des coachs anglais, on a l'impression que ce sont des personnes qui vont pas donc justement, donc il y a aussi au niveau des supporters. Mais voilà, on voit aussi que ces coachs anglais ne vont pas à l'étranger pour regarder les matchs par exemple de Coupe d'Europe. Exact. Ils s'inspirent de rien, et en fait voilà, ils sont dans cet entre-soi, donc où Lille, ce qui a fait leur charme pendant très longtemps, cet entre-soi. Mais bon, ça leur a permis de gagner. Dans les années 70-80. Oui, voilà, c'est ça, mais également dans d'autres sports. C'est-à-dire ce langage anglais s'est retrouvé également dans d'autres disciplines aussi. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu quand il fallait maintenant progresser et aller sur un autre nouvel élan. L'exemple type, c'est que l'Angleterre n'a pas réussi justement à utiliser les joueurs qui étaient les joueurs magiques en fait à ce niveau-là. Je peux penser notamment à Chris Waddle. Paul Gascoigne. Chris Waddle, c'est pas en Angleterre, c'est une grande star. En Angleterre, quand Tapi vient le chercher, c'est pas une star en Angleterre. Les gens le sous-estiment, mais c'est quand il vient en France qu'on se rend compte de qui il est. Gascoigne, il avait déjà ce côté anglais, mais il y avait aussi cette pointe de magie. Et voilà, Gary Lineker, ça a été l'un des premiers Anglais à s'exporter à l'étranger. Il est parti au Barça notamment. Exact. Donc voilà, ça montre vraiment que l'Angleterre est arc-boutée justement sur sa culture, justement, comme on a dit, de kick and rush notamment. Et malheureusement, ça leur fait passer à côté de pas mal de choses.
Moi, j'ai une donnée importante. Oui. Voilà, et aussi, excuse-moi, Damas, il y a aussi cette culture du 4-4-2, du back 4. C'est ça. Et on ne touche pas. Et on ne bouge pas pendant des années dans toutes les équipes qui ont remporté la première ligue, y compris dans des équipes ennuyeuses comme Arsenal, excuse-moi. Il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire. Dixon, Winterburn, tous ces. Enfin bref. Les titres côté anglais. Qui domine aujourd'hui au niveau des palmarès? Ce sont les Écossais. C'est ça. On va pas redire Ferguson qui a arraché la première ligue à lui tout seul. On va revenir sur justement cette culture écossaise du coaching en Angleterre. C'est ce qui fait que peut-être que le fait qu'aujourd'hui les coachs anglais ne soient pas si bons, c'est peut-être un phénomène historique. On va en revenir au cours de cette émission. J'aimerais aussi qu'on revienne un peu sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire à l'heure où on enregistre la saison 2019-2020, la saison 2018-2019, où on a vu 4 Anglais occuper les places des 4 finalistes de Ligue des Champions et d'Europa League. On a vu aussi le champion de Première Ligue. Sur ces 5 entraîneurs-là, il n'y en a aucun qui est anglais. Et c'est aussi un phénomène qu'on retrouve chez les joueurs. Il y a très peu de joueurs anglais sur ces affiches-là, et notamment du côté de Manchester City. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est aussi un syndrome anglais. La Première Ligue qui a fait la grandeur de l'Angleterre, finalement, ça a été le cauchemar du football anglais. Ça a été le cauchemar, mais surtout, c'est que ces coachs étrangers qu'on a recrutés ont continué à progresser dans leur capacité de travail. C'est ça. En s'inspirant de la culture anglaise, justement, donc du management, en se disant qu'on est plutôt dans un rôle de supervision, plus que dans un rôle d'entraîneur, et donc on met ces capacités d'entraîneur-là au service donc du management et de la gestion d'un club. C'est-à-dire, eux, ils ont progressé, alors que les Anglais, on a l'impression ne l'ont pas fait. Pratiquement, ils n'ont pas progressé, et au niveau du management, on peut parler de Wenger. On peut parler de Wenger avant même de parler de l'année 2019. Wenger a ramassé le coach anglais quand on voyait un match Arsenal contre Coventry City. On était émerveillés. L'écart était trop grand. Bien que Coventry était un club de province, on va pas les critiquer non plus par rapport à leur niveau, ni même Derby County. Mais je suis désolé, il y a une trop grande classe d'écart. C'était pas normal. Pour moi, c'était pas normal. C'est pas normal. Comme j'ai dit, il y a vraiment un manque de culture en termes de préparation, de coaching, alimentation, repos, de professionnalisme, tout simplement. Il y a vraiment un manque de culture anglaise en Angleterre. Il y a un manque de professionnalisme. Je sais pas si c'est un manque de culture anglaise ou c'est vraiment un défaut d'adaptation à l'ère moderne. Pour moi, c'est les deux. Parce que voilà, en Angleterre, il y a vraiment souvent eu des joueurs atypiques. Des joueurs atypiques, que ce soit du point de vue physique. Comme j'ai dit, certes, c'était un grand joueur, mais Paul Gascoigne, on peut pas dire que ça a été le joueur le plus athlétique au monde quand on le voyait. Non. Et pour répondre à ta question par rapport aux coachs actuels qui ont dominé également la scène européenne aujourd'hui, c'est que ces personnes ne sont pas seules également à opérer. C'est-à-dire qu'elles ont un staff qui leur permet de travailler avec efficacité, avec une optimisation du joueur, mais également une optimisation du staff. C'est-à-dire c'est pas uniquement que les joueurs qui progressent. Et les clubs anglais, les propriétaires, un staff d'étrangers aussi. Oui. Qui accompagne, bien sûr. Qui est là. Voilà, un staff étranger avec un entraîneur étranger, effectivement. Mais vous avez que ce soit Klopp, que ce soit Pochettino, Guardiola. Mais vous avez qu'à voir, de toute façon, la plupart des grands clubs, déjà, des grands clubs anglais, la plupart des propriétaires déjà du club ne sont pas anglais. Ils sont plus anglais. Ils sont étrangers. Ils ne sont plus. Ils sont étrangers. Et regardez un propriétaire sur 2 de Première Ligue est étranger. Et regardez par rapport à City, le board de City, c'est presque que des Espagnols. Txiki Begiristain, il y a pas mal de personnes qui étaient au Barça avec Guardiola justement, qui sont délocalisées, qui font partie du board de Manchester City. Ça montre vraiment que l'Angleterre, voilà, c'est le football et le sport de l'Angleterre, mais les Anglais n'ont pas réussi justement à s'accaparer pleinement. Est-ce que la force des Anglais, parce qu'il faut peut-être dire leur qualité, c'est d'être allé chercher les meilleurs à l'étranger pour être les meilleurs en Europe aujourd'hui? Oui et non. C'était ça le travail psychologique qu'ils ont fourni. Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Parce qu'en effet, cette capacité à rechercher, on va dire, ce qui est excellent, les Anglais et même la culture anglo-saxonne à cette sensibilité-là, en fait. En termes de compétences. Exactement. C'est-à-dire rechercher la compétence et l'utiliser à bon escient. Ça, à ce niveau-là, côté anglais, il faut également leur tirer leur coup de chapeau parce que exactement, ils ont célébré également l'arrivée de ces étrangers. Ils les ont honorés par des positionnements, mais également sur le fait que vous n'êtes pas que là pour nous enseigner que du football. C'est ça. C'est-à-dire que même sur toute couche de la société, même au niveau des gros boards, des grosses sociétés anglaises, on cherche également à s'appuyer là-dessus. Et ça, ok, mais également, est-ce que derrière les coachs anglais se sont adaptés? Non. Pourquoi? On peut regarder le classement 98-99 avec cette fameuse saison où Manchester gagne le triplé. On a les 4 premiers où, on se souvient, donc Manchester, Arsenal, Chelsea et Leeds. Mais quand vous regardez la suite du classement de ce championnat, il y a énormément de défaites de la part des clubs Liverpool, qui étaient nuls, mais sans compter ce qui se passe en bas. Charlton Athletic, les clubs historiques anglais n'ont pas tenu non plus. Nottingham Forest a échoué.
Notamment avec un 8-0. Bradford. Notamment avec un 8-0 Ah, Bradford, Bradford, mon Dieu. C'est vrai que l'écart, il était énormissime. C'est vrai que l'écart était vraiment trop énormissime. C'était trop. Concrètement, c'est du capitalisme pur. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais non, je suis désolé. Franchement, comme moi-même, j'ai tapé le petit résumé pour me mettre bien. J'ai pris du plaisir en faisant ça, messieurs. Mais à un moment, c'est trop. Ça révèle des éléments. Ça révèle la société capitaliste dans laquelle nous sommes. Et les Anglais l'ont parfaitement mis en évidence. Donc, dans la première partie, après il y a cette deuxième partie de l'Angleterre, celle, on va dire, par extension, celle qui a c'est un fou. Celle qui a voté non pour celle qui a voté donc pour oui au Brexit. Oui, c'est ça. Voilà, non, c'est ça, et donc qui est à la traîne en fait au niveau qui était à la traîne, donc justement cette Angleterre profonde qui n'a pas su même dans l'air profonde. Angleterre profonde dans l'air qui n'a pas su mettre au diapason de l'ère industrielle, de l'ère de l'après-Thatcher aussi. Et voilà, et donc maintenant c'est le football anglais, il est dominant dans certains endroits, Manchester, Liverpool pour les exceptions industrielles, mais après la plupart du temps c'est Londres qui fait le bouton. Yorkshire avec et puis pour la petite anecdote, quand vous regardez bien, la plupart des grands clubs anglais, on va dire les joueurs que les supporters ont élus comme le meilleur joueur de l'histoire, ce sont des étrangers. Regardez, Henry, Cantona. Voilà, Cantona, Drogba. Bah après voilà, Zola c'était avant Drogba, mais il y a Drogba, Henry, Cantona, Juninho Paulista. Ça oui, pour Middlesbrough. Vous vous rendez compte, c'est incroyable quand même. Mais justement, concrètement, est-ce que c'est pas aussi un phénomène historique, justement, cette absence de coach anglais dans les grands clubs anglais? Vous enlevez par exemple, quand vous regardez par exemple, Shankly, quand vous regardez Busby, quand vous regardez George Graham, quand vous regardez Kenny Dalglish, Alex Ferguson. Nigel Clough aussi. Ouais. Alex Ferguson. On a quand même une grosse culture du coach écossais, bien plus que la culture du coach anglais. Donc c'est historique finalement. Oui, quelque part c'est historique, mais il fallait également... Chez les gagnants. Oui, chez les gagnants, ouais. Mais il faut également évoquer que les Écossais, parce qu'il y a également une énorme rivalité aussi entre ces deux nations aussi, et il fallait aussi que les Écossais se retrouvent quelque part, bien qu'ils avaient aussi une belle histoire avec Dennis Law aussi, qui était également un joueur fer-lance par rapport à la nation écossaise. Bien sûr. Et c'est là où les Écossais se sont justement différés des Anglais. Et les Anglais sont restés sur leurs acquis. Ils n'ont pas progressé là-dessus. Ils n'ont pas progressé depuis 1966. C'est dur de le dire comme ça, mais... Non, tu vas loin quand même. Non, mais moi, je sais pas, j'ai envie de tacler un petit peu. C'est vrai qu'on va nous parler donc de Clough, qui a essayé de faire... Mais paradoxalement, par exemple, Clough, qui a justement eu des résultats avec son derby, puis après qui avait tenté un peu avec Leeds et puis avec Nottingham. Mais justement, un entraîneur comme Clough n'a pas pu... entraîner l'équipe d'Angleterre. Donc c'est-à-dire que celui qui a été performant en club, qui a été on va dire l'exception culturelle donc autour de ces Écossais-là, n'a même pas entraîné les Three Lions. Et donc ça c'est quelque chose sur lequel il y a des incompréhensions en termes donc de board, en termes fédéral. Donc au niveau de l'AFA qui donc pose interrogation. Avant peut-être de rentrer dans les spécificités techniques d'un coach anglais, je tiens à rappeler quand même que les derniers grands coachs anglais, ça reste Bob Paisley, tu parlais de Clough, voilà, Terry Venables, qui a eu des... Wilkinson avec Liz dont on a parlé dans un autre podcast. Oui, 92. Mais c'est vrai que Terry Venables, oui, mais non, il faut le dire aussi, qui a été entraîneur de l'Angleterre. Donc, et il a fait des bêtises. Qui a fait des bêtises, et après qui a même terminé entraîneur assistant coach à Middlesbrough. Et après, en 2000. Un club de zone 3. Mais justement, tu passes d'assistant coach dans ce club-là, et après, il est redevenu assistant coach de l'équipe d'Angleterre. De McLaren, qui a échoué à l'Euro 2008. L'Euro 2008 éliminatoire. Mais disons que quand tu vois le parcours de Venables, tu te poses la question, mais c'est vrai. Mais en fait, les Anglais, à l'Euro 96. C'est comme si demain. Il entraînait le Barça en plus. Mais c'est comme si. Dans les années 80. Regardez, à titre de comparaison, je vais choquer des gens, c'est comme si. Aujourd'hui, Deschamps, il quitte son poste, il revient après, donc il va dans un club donc peut-être de première division, FC Nantes. Voilà, le FC Nantes. Voilà. Il est adjoint et après il devient adjoint de Sylvain Ripoll en équipe de France alors qu'il est champion du monde. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et les Anglais nous ont trompés. Les Anglais ont mis en avant le côté marketing, le côté infrastructure qui est tout simplement exceptionnel en termes d'équipement. Ça là-dessus, ils sont impressionnés et c'est clair. Ça a tiré l'image et ça a tiré les sous parce que le nom FA Première Ligue, le Lyon, toutes ces choses-là, ça attire l'œil. Barclays et tout, mais Barclays, mais ça attire l'œil. Donc la banque derrière, donc il y a également un aspect économique qui est là, on le sait. Mais l'aspect terrain technico-tactique, les Italiens se moquaient même des Anglais plusieurs fois. Ouais, c'est vrai.
Et le plus grand, excuse-moi Damas de te couper, mais le plus grand, peut-être un des plus grands événements qui s'est passé récemment, c'est la victoire de Leicester en Première Ligue. C'est avec un Italien. Un Italien, oui. Ranieri. On appelle le bricoleur. Le bricoleur, et c'est pas le meilleur des Italiens qui a sa génération déjà, alors qu'il y a énormément de... Sa génération, alors que c'est un éternel perdant, qui gagne en Première Ligue. Mais c'est vrai que quand vous regardez bien, je me pose la question, qui a été le dernier coach à avoir gagné le championnat d'Angleterre un coach anglais, ouais. Wilkinson, en 92. Juste avant l'ère Première Ligue. Oui, juste avant la dernière saison avant la Première Ligue. Vous vous rendez compte, c'était avant l'ère libéraux. Vous vous rendez compte ? Ouais, déjà. Bien sûr. Donc ça veut dire que nous, notre génération, ne connaît pas de grands coachs anglais. D'ailleurs, d'où la question que je vais vous poser maintenant. Quand on regarde un peu les coachs anglais qu'on a connus dans notre génération, ça reste souvent des coachs qui ont entraîné des clubs moyens, mais jamais vraiment ce Big 5, Big 4, Big 6. C'est ça un coach anglais aujourd'hui, c'est un coach moyen, donc il a les clubs moyens de Première Ligue. Bah oui, ou de Championship. Bien sûr, concrètement, c'est ça. De Championship aussi, mais vous allez voir que c'est peut-être beaucoup plus compliqué que ça, parce que même en Championship, les étrangers en plus la cote que les Anglais. Ouais, mais c'est incroyable. Regardez en Angleterre par exemple, on va dire les coachs les plus connus en Angleterre c'est qui ? C'est Sam Allardyce. Big Sam qui n'est pas le meilleur des coachs. Big Sam. C'est Alan Pardew. Et on peut rendre hommage. Il n'est pas le dernier donc à piquer dans la caisse. Alors on peut rendre hommage pour quand même leur redorer le blason par rapport à Harry Redknapp qui a fait un très bon travail aussi à West Ham. De formation. Voilà, Harry Redknapp c'est plus un éducateur. On peut quand même en parler. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus parce qu'en termes de résultats, il y a quoi ? C'est vrai, il y a rien. Alors il a quand même été performant quand même avec Tottenham, qu'on n'attendait pas année 2010. Vous vous souvenez quand il a commencé avec Van der Vaart, c'était un petit peu du n'importe quoi dans ce club à cette époque aussi. Oui, c'est vrai, mais on n'entendait pas totalement à ce niveau-là, qui a quand même été assez intéressant, on va dire, footballistiquement parlant. Si tu vois ce que je veux dire avec l'Inter, il y a eu des matchs quand même côté Spurs, c'est vrai, où on peut retenir comme quoi que c'était pas mal. Et voir un coach anglais gérer ce genre de situation, bon, ça change un petit peu et c'est plutôt pas mal. Mais concrètement, ça reste décevant. On rappelle justement, en début d'émission, tu parlais de ce 4-4-2 figé chez les Anglais. On peut parler aussi du kick and rush, tu le mentionnais, Johan. Très rapidement, la culture technique, tactique d'un Anglais, ça se résume à quoi, j'écris la culture, je sais pas, moi, franchement. Non, mais c'est déjà une réponse. Pour vous dire la vérité, mais franchement. On peut le dire pour les Italiens, on peut le ressortir pour les Allemands, on peut le ressortir chez les. Le point fort des Anglais, c'est qu'on peut dire que peut-être qu'à cette époque-là, et même par exemple des entraîneurs comme Ancelotti le disent dans leur autobiographie, ils disent que les Anglais, peut-être, voilà, donc il y a toujours la culture de l'engagement et la culture du professionnalisme. Donc c'est-à-dire qu'ils peuvent boire. Voilà, comme comme des trous dans les pubs. Oui. Mais si l'entraîneur il a 7 heures, ils seront là à 7 heures, ils seront à fond à l'entraînement. C'est un investissement à l'entraînement complet. Bon, voilà. Mais après, au-delà de ça, je me dis que après, c'est peut-être que le joueur anglais il est un peu malléable. On peut lui dire voilà, joue en 4-3-3, joue en 4-5. C'est ça. Il a pas de on va dire, il a pas de colonne vertébrale tactique en fait. Comme pourraient l'avoir les Allemands ou les Anglais. On avait parlé de Christian Worms à la formation. Excuse-moi Derrida. On avait parlé de Christian Worms donc dans un épisode justement donc on parlait donc qu'il était un peu perdu en France quand il est passé donc d'une défense à 4 donc à une défense. Le podcast sur la saison 98-99 de Ligue 1 de division. Et donc voilà parce que lui il a une colonne vertébrale donc tactique que par exemple les joueurs anglais n'ont pas forcément et qui permettent donc de pouvoir les moduler donc de diverses façons. Mais pour répondre à ta question Reda, par rapport au on va dire le jeu typique des Anglais, concrètement c'était quoi ? C'était des costauds devant, enfin des costauds derrière, excuse-moi, qui balancent devant ou sur les ailiers, et t'as 2-3 ailiers assez bons techniquement. Moi l'exemple que je peux donner c'est un petit peu avant l'époque libéraux, mais la défense centrale dans les années 90 c'est Stuart Pearce et je sais plus quel autre défenseur qui balance sur John Barnes. Mais John Barnes qui fait c'est vrai. Oui, mais c'est parce qu'on lui demande, ça dépend ce qu'on lui demande aussi. John Barnes qui fait un exploit individuel, qui balance sur Lineker et Lineker qui finit. L'Angleterre ça a souvent été ça, des défenseurs costauds, un milieu de terrain techniquement qui est au-dessus du lot et un bon finisseur. Ça a été ça. Et en 96, malheureusement, il a manqué cette touche un petit peu plus technique justement. En 90 aussi. Ouais, en 90 aussi, ouais. Surtout peut-être même. C'est ça. Surtout. Et en 96 aussi, ça a été ça parce que il y a eu des bons défenseurs, comme j'ai dit, Stuart Pearce, il y a eu déjà Sol Campbell qui était là déjà, mais Tony Adams. Et quand vous regardez bien à l'Euro 96, l'Angleterre, ce qu'a de plus l'Angleterre, c'est surtout des attaquants. T'as Teddy Sheringham, t'as Alan Shearer, t'as Robbie Fowler qui est remplaçant. Voilà, et au milieu de terrain,
On n'a pas encore l'éclosion. Paul Gascoigne qui met un but exceptionnel contre l'Écosse. Exceptionnel. On n'a pas encore l'éclosion de la génération Beckham, Scholes, etc. Pas encore. C'est là justement où il démarre en espoir avec la Moldavie, sa première sélection. Mais par rapport à l'Angleterre, et même par rapport à leur style de jeu, c'est la représentation en fait du mental anglais. C'est le mindset anglais de la nation qui est représenté sur le terrain. C'est ça. Et notamment quand on parle d'engagement, quand on parle de défis physiques, les Anglais se retrouvent dans ce langage-là. Ils aiment ça. Ils sont nés dans ce genre de choses à la maison. On veut voir qui est le plus fort entre les frères. Il y a l'exemple de Wayne Rooney, même avec les Charlton aussi. Il y avait pas mal de conflits. Donc ils se retrouvent dans ce type de spectacle qui arrive à son bout lorsqu'on affronte justement différentes nations européennes début 90, et t'as plusieurs coachs italiens, même je dirais même latins, qui considèrent que ils sont dépassés. Ils ont moins 15 ans. Ils s'amusent. Mais c'est pas possible. T'as plusieurs coachs italiens qui disaient mais c'est pas possible, c'est trop faible. Ils sont en retard. Et ça se traduit quand même dans un domaine clairement. Enfin, je sais pas si vous avez la même lecture que moi, mais récemment, on va dire sur les 10 dernières années, la seule grande nation européenne entre la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la seule qui a fait appel à des sélectionneurs étrangers, c'est l'Angleterre. Capello et Eriksson. Il y a aussi le Portugal qui a avec Scolari. Culturellement, on va dire que ça s'approche. Mais la seule sélection qui a fait appel à des étrangers, c'est les Anglais. Tout à fait, qui a rappelé une rupture. Et en plus, il faut se dire aussi qu'en 2000, les Anglais visaient aussi donc Sir Alex Ferguson. Alors que Sir Alex Ferguson a dit une chose qui était vraiment qui m'a fait sourire, c'est qu'en fait, il disait que si l'Écosse était 179e au classement FIFA, il ferait tout pour que l'Angleterre soit 180e au classement FIFA. Donc c'est-à-dire que compte tenu de la il aurait fossoyé, donc il n'était pas concerné par ces histoires-là. Compte tenu de la rivalité. Ils sont partis aller chercher Eriksson, qui avait un très gros CV en Italie notamment, et au Portugal. Donc donc là, ça a marqué une césure avec un très très gros salaire également. Donc pour dire qu'on ramène encore les meilleurs en leur donnant le meilleur salaire, comme on a fait aussi avec Capello. Donc après 2000, en 2008, c'est ça. Ouais. Mais l'Angleterre, je comparais ça plutôt. Excusez-moi de la comparaison. Mais une femme assez superficielle, dans le sens où, c'est une femme qui a de l'argent. C'est une femme qui a de l'argent et qui se fait un homme superficiel. Ou un homme superficiel qui a de l'argent et qui pense plus à se faire plaisir qu'à faire quelque chose d'assez cohérent et d'assez constructif. Et en plus, en parlant des coachs anglais, les médias ont quand même médiatisé certains techniciens anglais tels que Big Sam, Harry Redknapp que j'ai mentionné. Big Sam, on a quand même... moi j'ai du mal à... en fait, on est d'accord, c'est un coach très moyen qui a entraîné des clubs moyens. Bolton, Blackburn... Qui n'a pas fait du mauvais travail dans ce club. Qui n'a pas fait du mauvais travail non plus, parce qu'il a subi également par rapport à Blackburn la construction de son stade Reebok Stadium qui a coûté cher avec les ventes de Johnson. Avec... Mais non. Mourinho l'avait critiqué comme quoi que c'était un coach du 19e siècle. Donc à partir de là... Et quand on voit que un président sur deux en Première Ligue et en Championship est étranger, quand on voit qu'un capitaine sur deux en Première Ligue et en Championship est étranger, quand on voit qu'un entraîneur sur deux est étranger en Première Ligue et en Championship, finalement les Anglais, qu'ils soient joueurs ou coach, ou voire même président, il doit être en 3e, en 4e division. C'est finalement ça le résultat aujourd'hui. Malheureusement oui, c'est le cas, et on peut voir déjà que les anciennes gloires du football anglais de notre génération, que ce soit les Paul Scholes, que ce soit Tom Ince, que ce soit Sol Campbell qui a même... Paul Ince. J'ai dit quoi? Tom Ince. Autant pour moi. Paul Ince. Jason Terry. Sur un autre podcast, Damas voilà, qu'il était fan de Dallas. Que ce soit Paul Ince, que ce soit Paul Scholes, voilà, tous ces joueurs-là qui ont été des véritables gloires du football anglais n'ont jamais réussi justement à obtenir, on va dire, une certaine place à ce niveau-là. Mais je peux même parler de Stuart Pearce. Stuart Pearce qui a longtemps entraîné en Première Ligue, mais n'a jamais entraîné une équipe vraiment digne de ce nom qui peut vraiment lutter pour le titre en Angleterre. Bien sûr, on peut même aussi parler des Steve Bruce aussi, par exemple, qui sont passés donc de façon, en fait, qui ne brillent pas en fait par leur parcours. C'est ça. Ils ne brillent pas. Et donc finalement, parmi, justement, on va parler de demain, de l'avenir, que l'avenir nous réserve, on voit par exemple sur les peu de coachs anglais qu'il y a en Championship, on a des Woodgate, on a Lee Bauer, on a Scott Parker, on a aussi du côté de Chelsea à Frank Lampard. On verra si les gens qui nous écouteront dans 5 ans ou 6 ans ce podcast, si Lampard aura concrétisé, pareil pour Steven Gerrard. Aussi, ouais. Mais c'est ça l'avenir finalement, c'est d'aller chercher les joueurs de la génération dorée. Et aussi, par exemple, Gareth Southgate, qui est aussi donc en sélection, par extension. Effectivement, donc ce sont ces joueurs-là donc qui ont joué donc dans les années 90 et 2000, ouais, donc dans lequel qui ont joué avec ces joueurs étrangers, qui ont été entraînés par ces joueurs étrangers, qui vont peut-être et qui ont gagné aussi avec ces groupes et ces effectifs, qui vont peut-être donner cette touche-là.
Mais je pense que Southgate remettre à niveau. Je pense que Southgate est bien parti justement pour pouvoir le réussir parce que mine de rien, si vous nous écoutez en 2022, en 2023, parce que mine de rien, quand même, l'Angleterre n'a plus le style de jeu justement des années 90. On va dire il y a une touche un peu plus technique avec des joueurs comme Sterling, comme voilà, il y a vraiment des gens un peu plus techniques, Dele Alli, Sterling, etc. Je parle surtout par rapport à avant. C'est bien par rapport à Southgate. Southgate, par exemple, a fait l'effort, notamment même de partir auprès de techniciens d'autres sports. C'est ça. Appelé Greg Popovich par rapport à la technique qu'il a mis en place sur les corners et coups de pied arrêtés pour les Anglais mondial 2018. Southgate s'est inspiré des systèmes technico-tactiques de Greg Popovich au basket. Donc Southgate a fait l'effort de pouvoir aller tirer d'autres informations ailleurs et on a vu que l'Angleterre était très performante sur coup de pied arrêté au cours de ce mondial 18. Et ce qu'il faut reconnaître également, c'est que Southgate fait énormément confiance aux jeunes. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas nier parce que, par exemple, moi l'exemple que je peux donner, c'est un exemple tout récent. Aujourd'hui, on est en octobre 2019, excusez-moi. Tammy Abraham vient d'être appelé en équipe d'Angleterre, Mason Mount et Tomori, c'est ça ? Tomori, le défenseur central de Chelsea. Il fait beaucoup confiance aux jeunes. Il y a même des jeunes qui n'avaient pas encore énormément d'expérience en première ligue. Il les a fait confiance et je pense que peut-être que Southgate peut être au-dessus de la mêlée en termes de coach. On verra ce que va faire Southgate. Pour terminer ce podcast, on a dit tout au long de l'émission que les Anglais avaient toujours réussi à un moment donné à changer leur mindset pour gagner, quitte à sacrifier les joueurs et les coachs locaux. Est-ce que vous voyez un avenir quelconque à l'Angleterre, mais plus particulièrement au coach anglais ? Non, moi je suis un peu dubitatif à ce niveau-là. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être une nouvelle génération qui arrive qui peut être intéressante, que ce soit Frank Lampard, Steven Gerrard ou comme on a dit Gareth Southgate, mais je reste quand même assez dubitatif à ce niveau-là. Damas ? Je vais suivre l'avis de Johan, sauf un petit point, c'est que moi je trouve ça quand même courageux de la part de Chelsea de faire confiance à Frank Lampard, parce que bon, son expérience à Derby County s'est très bien passée, hein, on est au niveau de la montée, pas de souci, mais après, Chelsea bénéficie aussi du fait qu'il y ait cet échec au niveau des transferts. Ça leur permet de faire travailler également leur coach. Et moi, je dis une petite lueur d'espoir malgré tout. Et Chris, pour terminer ? Disons que la contrainte va s'imposer d'elle-même. Le fait que les Anglais sont encore dans la négociation pour la sortie du Brexit va amener beaucoup de choses au niveau législatif et ça va être plutôt contraint. Et je pense que la FA va essayer de suivre ce mouvement-là en essayant de donner plus de confiance à ces techniciens anglais qui devront faire leurs preuves en compagnie des joueurs anglais. C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.